Bonjour, la capsule d'aujourd'hui va porter sur la section 4-5. On va apprendre à calculer là-dedans le potentiel électrique qui est créé par une charge ponctuelle. Avant de commencer, juste un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans le chapitre 4. Donc, on a parlé du potentiel électrique. On a défini en fait la différence de potentiel comme étant la différence d'énergie potentielle par unité de charge. Donc, ça donne des volts. Des volts, en fait, c'est donc des joules par coulomb. Et la formule qu'on a vue, que vous avez dans la feuille de formule pour calculer, c'est la formule générale, on pourrait dire, pour calculer une différence de potentiel entre deux endroits. On fait l'intégrale du champ électrique fois le déplacement. ds, c'est un déplacement parce que delta V, ça va être la différence de potentiel entre deux endroits. Il va donc falloir se déplacer entre ces deux endroits-là. Et puis, évidemment, il y a un signe moins aussi devant. Donc, c'est notre façon générale de calculer une différence de potentiel. Avant de passer aux charges ponctuelles, je vais faire juste un petit exemple assez simple, mais qui va être utile quand même. Euh, on va calculer une différence de potentiel si on a un champ constant. Donc, je décris le schéma qui est ici. Les flèches horizontales qui sont là représentent le champ électrique. Donc, on a un champ électrique constant partout. Et ici, on aurait une charge. En fait, on n'est même pas obligé d'avoir une charge. On peut juste considérer un déplacement sans qu'il y ait de charge. Donc, on se déplace en fait d'une position initiale qui est ici et on se déplace jusque-là. Et on veut savoir c'est quoi la différence de potentiel entre ces deux endroits-là. Donc, la formule qui est ici en bas, c'est notre formule générale pour calculer la différence de potentiel. Dans ce cas-ci, l'intégrale tombe parce qu'en fait, le champ il est constant. Donc, s'il est constant, ça veut dire qu'on peut le sortir de l'intégrale. Puis en fait, ça va devenir simplement le produit de E fois delta S plutôt que ds. Delta S étant le vecteur déplacement. Donc, vous voyez, c'est la distance qui est ici. Donc, c'est un produit scalaire qu'on a. Donc, ça, c'est la notion importante. Comme c'est un produit scalaire, ça veut dire que E est horizontal, delta S est comme ça oblique. Donc, en fait, quand on va faire le produit scalaire, pardon, c'est seulement la composante D horizontale qui est ici, du déplacement, qui va compter, parce que c'est elle qui est dans le sens du champ électrique. L'autre composante qui est verticale ici n'a absolument pas d'importance en fait, puisqu'on a un produit scalaire. Donc on peut dire que ce que ça va donner au bout du compte, ça va être moins E fois D, D étant cette distance-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut se rappeler là-dedans ou retenir? C'est que quand on se déplace dans un champ électrique constant, euh, le déplacement perpendiculaire aux lignes de champ n'a pas d'importance. Autrement dit, si on était parti par exemple d'ici puis qu'on avait été directement en haut, il y aurait eu zéro comme différence de potentiel parce que le déplacement se fait perpendiculaire aux lignes de champ. Alors c'est seulement la composante qui est dans le sens des lignes de champ qui compte. Donc E fois D. Ici aussi, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a un signe moins. Donc, ça veut dire que la différence de potentiel va être négative. Autrement dit, on va avoir perdu du potentiel en se déplaçant de là à là. Et comment vous pouvez vous en rappeler? Vous pouvez toujours vous rappeler de l'analogie avec la gravité. Si vous vous déplacez dans le sens du champ gravitationnel, c'est-à-dire vous descendez en fait à la verticale, vous allez perdre du potentiel. Vous allez perdre de l'énergie potentielle, vous allez perdre du potentiel. Donc vous voyez, quand on se déplace dans le sens des lignes de champ, on perd du potentiel. Si on avait fait le contraire, donc si on était parti d'ici puis qu'on avait été jusque-là, là on aurait remonté les lignes de champ électrique. Donc à ce moment-là, on aurait une différence de potentiel positive. Ici, dans l'équation, on s'en serait rendu compte parce que quand on fait le produit scalaire de E fois delta S, le delta S il aurait changé de sens. Donc à ce moment-là, vous voyez, le déplacement se fait dans le sens contraire du vecteur E. On aurait eu un signe négatif pour le produit scalaire. Donc moins moins, ça aurait donné plus. Donc rappelons-nous que quand on va dans le sens des lignes de champ, on perd du potentiel. Quand on va dans le sens contraire, on augmente le potentiel. On peut voir ça un peu comme une rivière aussi. Vous voyez, on descend le courant d'une rivière, on perd du potentiel. Si on remonte le courant de la rivière, on gagne du potentiel. L'équation qu'on vient de voir, qui est ici d'ailleurs, delta V égale moins E fois D. Rappelez-vous par contre, dans cette équation-là, moins E fois D, c'est moins seulement si on
va dans le sens du champ électrique. Ce serait plus si on allait dans le sens contraire. Mais ce dont je voulais parler, c'est les unités du champ électrique. On a déjà vu au chapitre 2, quand on a défini le champ électrique, que les unités, c'était des newtons par coulomb. Pourquoi? Parce que le champ électrique, c'est la force par unité de charge, donc c'est des newtons par coulomb. Mais maintenant, si on regarde cette équation-ci, delta V égale moins E fois D, on peut aussi dire que les unités du champ électrique, si j'envoyais le D de l'autre côté, ça ferait delta V sur D, donc on aurait des volts par mètre. Donc, on utilise, vous allez le voir parfois, les volts par mètre comme unité du champ électrique. Donc, newton par coulomb ou volt par mètre, c'est tout à fait équivalent. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser un peu, vous pouvez faire la preuve que, effectivement, des newtons par coulomb, c'est égal à des volts par mètre. Alors maintenant, on va s'attaquer au problème principal de la section 4.5. On voudrait être capable de calculer le potentiel qui est dû à une charge ponctuelle. Donc, le schéma de base il est ici. On a une charge Q qui est là, positive ou négative, ça n'a pas d'importance. Et on veut savoir quelle serait la différence de potentiel si on passait d'ici à là. Donc, notre déplacement va se faire de là à là. On définit deux distances différentes. Donc, RA, c'est notre position initiale. C'est le R, en fait, c'est la distance entre ici et la charge ponctuelle en question. RB, donc la distance entre ici et la charge ponctuelle. Donc, on se déplace en fait de RA à RB. Notre formule générale, toujours, donc pour calculer la différence de potentiel, moins intégrale de E fois ds. Donc, ds, le déplacement. Clairement, alors ici, la formule qu'on a vue au chapitre 2 pour calculer le champ électrique pour une charge ponctuelle, c'était la constante de Coulomb fois Q sur R carré fois UR. UR, vous vous rappelez, c'est le vecteur qui va de la charge vers l'extérieur. Donc, il est orienté vers l'extérieur. Maintenant, donc, le E qui est ici dans l'intégrale, ça va être cette formule-là, KQ sur R carré. Puis ensuite, on va avoir le vecteur UR. Et on fait le produit scalaire avec ds. ds, ça va être le déplacement. Vous voyez, on se déplace d'ici à là. C'est un petit déplacement, donc on va faire plusieurs petits intervalles. Donc en fait, notre équation va devenir ceci. Alors j'ai remplacé E par KQ sur R carré. ds est devenu dr parce que en fait, le R, c'est la distance entre ici ou n'importe quel point en fait et la charge Q. Donc comme on se déplace dans cette direction-là, c'est en fait dr. Vous voyez que la notation vectorielle est disparue parce que j'ai fait le produit scalaire, mais dr il est orienté vers l'extérieur et UR aussi, donc les deux étaient orientés dans la même direction. Donc, il n'y a pas de signe et UR, comme c'est un vecteur unitaire, sa grandeur est disparue, donc il me reste juste dr. Et ensuite, je dois faire mon intégrale pour avoir mon delta V du point initial jusqu'au point final. Donc, ma variable R va aller de RA jusqu'à RB, c'est mes bornes d'intégration. Donc voilà, pour trouver la différence de potentiel, on fait donc cette intégrale-là. Là, c'est sûr qu'on suppose qu'on se déplace en ligne droite du point A au point B, c'est-à-dire en fait, selon le rayon, si vous voulez, donc dans le sens du champ électrique. On verra tantôt qu'est-ce qui arrive si on ne se déplace pas dans le sens du champ électrique. Alors, si on fait cette intégrale-là, vous voyez, c'est assez simple à faire. K et Q sont des constantes. J'ai donc intégrale de 1 sur R carré et l'intégrale donne moins 1 sur R. Donc, on va avoir ici KQ, nos constantes. Moins 1 sur R, donc ça annule le signe moins qui est ici. Il nous reste donc 1 sur R et on intègre de A à B. Alors, une fois qu'on a remplacé nos deux bornes d'intégration, il nous reste donc KQ sur RB moins KQ sur RA. C'est la différence de potentiel entre les deux endroits. Vous remarquez que le premier terme dépend seulement de la position finale et le deuxième terme, dépend seulement de la position initiale. Alors tantôt, j'ai mentionné que le déplacement, on le faisait de A à B directement sur le rayon, c'est-à-dire dans le même sens que le champ électrique. Maintenant, je vais vous montrer que cette formule-là, elle est valable, peu importe le déplacement. Autrement dit, supposons que je pars du point A, puis que je fais tout un trajet compliqué en S, puis que je me promène, puis que je finis au point B. En fait, le delta V va être exactement identique. C'est un peu pour la même raison que tantôt, c'est qu'en fait, tous les déplacements qui ne sont pas dans le même sens que le champ électrique ne comptent pas. Donc, si je me déplace comme ceci, perpendiculaire au champ électrique,
ça ne va pas contribuer à la différence de potentiel. Alors c'est pour ça que, dans le fond, toutes les composantes de déplacement qui sont tangents à un cercle, disons, qui serait autour de Q, ne contribuent pas. Et donc, au bout du compte, si je me déplace de A avec toute une trajectoire pour finir au point B, ben c'est comme si j'avais été directement au point B en suivant seulement le rayon. Donc cette formule-là, elle va être valable en fait, peu importe le type de déplacement. Alors on a calculé, on vient juste de voir la formule qui nous donne la différence de potentiel entre des points A et B, donc final moins initial, et ça nous donnait cette chose-ci. Alors je disais tantôt, le premier terme dépend seulement de RB, deuxième terme seulement de RA. Maintenant, ça c'est la différence de potentiel. Ce qu'on voudrait être capable de faire aussi, c'est d'attribuer un potentiel. Donc, la seule chose qu'on a à faire pour faire ça, c'est de choisir notre niveau de référence. Autrement dit, choisir à quel endroit V va être égal à 0. Ça, c'est vraiment un choix arbitraire. C'est comme dans MGH, on choisit que c'est le sol ou la surface du bureau, peu importe, qui est notre niveau de référence. Alors, c'est la même chose. Sauf qu'ici, on regarde ça, puis il y a comme un choix logique, dans le fond. Regardez qu'est-ce qui arrive au terme qui est ici lorsque le rayon devient très très grand, lorsqu'il devient infini. Donc si on met infini au dénominateur, ça va tendre vers 0. Alors vous voyez, ce terme-là tend naturellement vers 0 lorsque R est égal à l'infini. Donc ça va être ça en fait notre choix. On va décider que à R égale infini, c'est là que le potentiel est égal à 0. Alors autrement dit, on va fixer RA à l'infini. Donc, ça va être 0 son potentiel. Et donc, on va pouvoir enlever ensuite le terme B. On va dire que le potentiel, il est égal à KQ sur R. On enlève l'indice B parce qu'on a fixé le RA toujours à l'infini. Alors, ça va nous donner la valeur du potentiel autour d'une charge ponctuelle, KQ sur R. J'ai aussi mis, parce qu'on va le voir comme ça parfois, 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q sur R. Vous rappelez la constante epsilon 0, où en fait on remplace K par 1 sur 4 pi epsilon 0. Ce que l'on voit, si on peut discuter un petit peu davantage de cette formule-là pour le potentiel, bon, elle dépend de la charge évidemment, donc elle est proportionnelle à la charge, et elle est inversement proportionnelle à R, donc elle va descendre en fonction de la distance en fait à la charge. Ici, on les a représentés pour une charge positive à gauche puis une charge négative à droite. Donc, vous voyez, c'est en 3 dimensions. Là. À R égale 0, donc sur la charge, ça tend vers l'infini. Donc, on aurait une fonction infinie ici et qui descend graduellement en fonction de 1 sur R, en fait, jusqu'à l'infini. Ici, c'est négatif. Si on revient voir la formule, c'est sûr que pour une charge négative, si on met Q égale négatif, bien, ça fait un potentiel négatif. Autrement dit, autour d'une charge négative, le potentiel sera toujours négatif. Autour d'une charge positive, le potentiel va toujours être positif. Alors, la fonction est symétrique, mais elle est en dessous. Ici, on a représenté les équipotentiels. Donc, évidemment, c'est des sphères, les équipotentiels. Donc, ça diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la charge.